ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancées en immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Clémence. Clémence, je l'ai rencontrée lors d'une formation en entrepreneuriat, en vrai, en plus je l'ai vue dans un séminaire à Paris, et elle m'avait partagé qu'elle se lançait en location courte durée avec son compagnon. Quelques mois plus tard, ces appartements tournent enfin sur Airbnb et sur Booking, et je me suis dit que c'est le moment qu'elle nous fasse un retour d'expérience sur comment ça se passe quand on se lance en location courte durée. Je suis très contente de cet épisode pour 2 raisons. Déjà parce qu'elle est à fond en ce moment justement sur la mise en route de ces locations courte durée, donc elle a plein d'anecdotes à nous partager qui sont encore très fraîches dans son esprit. Et en plus de ça, elle a un mindset de fonceuse et ça, j'adore. Bonne écoute! Salut Clémence! Hello Dorine! J'espère que tu vas bien, comment ça va? Bah écoute, ça va hyper bien. Je suis hyper contente d'être invitée et de papoter avec toi sur ton podcast. En plus, Clémence est elle-même podcasteuse. Exactement. Alors, le podcast, c'est Coach ton biz et c'est un podcast pour les coachs qui veulent se lancer et globalement pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont un peu perdues, qui ont besoin de conseils, de retours d'expérience. Et on retrouve tout ça sur mon compte Instagram, Coaching Collectif. Parfait. Alors, du coup, là, aujourd'hui, on va pas parler de coaching, mais on va bien parler d'immobilier. Parce que donc, on va reprendre un petit peu toute ta vie et depuis le début, parce que moi, j'aime bien essayer de comprendre depuis les origines de comment est-ce que t'es venue l'idée d'investir en immobilier, comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait. Donc, c'est parti. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens ? De quel milieu tu viens, comment était l'investissement immobilier, comment c'était perçu dans ta famille. Voilà, juste pour voir un petit peu où on en était au départ. Trop bonne question. Et c'est marrant parce que je pense que c'est pas la première question que j'aurais pensé à poser, tu vois, à des personnes qui ont investi. Mais en fait, c'est là que tout se joue, je pense. Donc, tu as totalement raison de poser cette question-là. Donc, moi, je viens de Haute-Saône, dans l'est de la France. Aujourd'hui, je suis en Bourgogne, mais jusqu'à mes 7 ans, j'ai grandi en Haute-Saône et mes parents venaient de Haute-Saône. Tous les deux de milieux assez modestes. Ma maman était fille d'agriculteur. Ils étaient genre 8 à la maison. Voilà, c'était assez modeste. Et mon papa, fils d'ouvrier, et pareil, même combat. Donc, moi, si tu veux, j'ai grandi dans un milieu où, au moment où je suis née, mes parents avaient déjà dû faire des investissements immobiliers, puisque en fait, il avait dû racheter les parts de ses frères pour leur maison. Bref, si tu veux, j'ai grandi dans un environnement où acheter de l'immobilier, c'était le moyen de gagner de l'argent, quelque part. En tout cas, c'est comme ça, tu vois, moi, je pense que je l'ai perçu dans mon enfance, c'est-à-dire que mes parents n'avaient pas d'argent quand ils sont nés et ont créé de l'argent, notamment grâce à leur travail, oui, mais aussi à leurs investissements immobiliers. C'était pas des grands investisseurs, mais juste, ils ont toujours acheté leur maison et une ou deux autres s'ils en avaient l'occasion. Ouais, je pense qu'ils avaient quand même ça dans leur... j'allais dire dans leur gène, pas du tout, mais en tout cas, c'est un truc que mon père, notamment, a toujours kiffé. Et donc, moi, j'ai grandi juste en étant observatrice de ça. Et je pense que c'est ce qui a fait que très jeune, je me suis dit, pourquoi louer alors que je peux acheter? Tu vois, je pense que malgré tout, tout est lié de mes parents. Donc, merci papa et maman. Et donc, du coup, t'as fait des études, j'imagine, t'as grandi, et financièrement, t'as démarré avec quoi, entre guillemets, dans la vie active, t'en étais où, quoi? Ouais, alors, oui, j'ai fait des études en alternance.
En fait, à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à travailler. Je devais gagner à l'époque 500, 600 euros. Donc par mois, pendant 3 ans, 4 ans, pendant 4 ans, c'était mes revenus. Mais c'est déjà incroyable quand on est étudiant, enfin, de pouvoir. Donc très vite, j'ai été indépendante, pardon, financièrement. Et surtout, mon rapport à l'argent fait que je suis pas quelqu'un de très dépensier. Tu vois, bah forcément, quand tu grandis, je pense dans une famille modeste où l'argent est important, voilà, il y a pas de gaspillage, il n'y a pas de tout ça. Et j'avais beau d'ailleurs travailler dans le milieu du luxe parce que j'étais dans les cosmétiques de luxe. Et donc, voilà, tout ce que ça implique, moi, je ne conçois pas de dépenser beaucoup d'argent dans les vêtements, par exemple, les accessoires. Les seuls trucs où je peux dépenser beaucoup d'argent, c'est le dev perso, les formations. On va pas se mentir parce qu'on en dépense de l'argent dans les formations, hein. On en parlait en off tout à l'heure. Beaucoup les voyages, j'ai beaucoup voyager et je le vois pas comme une dépense, mais le fait est que j'ai pas peur d'investir dans l'immobilier. Mais en tout cas, voilà, mon rapport à l'argent, il est plutôt en mode on dépense pas ce qu'on n'a pas, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, c'était plutôt en mode j'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Donc tu vois, pas dans ce truc de dépensière. Ouais. Voilà. Mais donc, j'ai commencé à gagner de l'argent à 18 ans et j'ai signé mon premier CDI à 23 ans. Top. Voilà. Et du coup, tu commences et tu te mets locataire? C'est-à-dire que du coup, effectivement, j'ai dû être locataire. Donc, les 2 premières années de travail en alternance, j'étais chez mes parents. Autant vous dire que c'était la belle vie. Mhm. Et puis après, j'ai pris un poste à Paris. Donc, en fait, mes 2 premières années d'alternance à Paris, forcément, j'étais en location. Et puis, dès lors que j'ai su que j'allais signer un CDI, en fait, je sais pas, j'ai pas spécialement été poussée par mes parents. Je pense vraiment que c'est lié au fait de les avoir vus, mais dans ma tête, je pouvais pas concevoir de louer. Et donc, j'ai tout de suite commencé à chercher à acheter un appartement. Je m'étais un peu renseignée. Mon banquier m'avait dit, tu as le droit d'emprunter tant. Voilà, comme ça, j'étais déjà en fait en CDD dans l'entreprise. Donc, si tu veux, j'avais pas de période d'essai à valider et tout. Une fois que mon CDI était signé, le banquier m'a dit direct, vous pouvez emprunter tant et tout. Et donc, bah, tout de suite, enfin, tu vois, j'ai signé mon CDI en octobre et en janvier, je signais la promesse de vente, la première promesse chez notaire. Ah ouais. Et du coup, tu t'es acheté quoi? Un studio à Paris? Ouais, exactement. Je me suis acheté un petit studio à Clichy précisément, dans lequel j'ai passé 5 ans quand même. Donc, enfin voilà, c'était vraiment mon appartement à moi que j'ai grave kiffé. C'était mon premier achat et je me souviens que mes collègues étaient un peu, enfin voilà, j'étais toute jeune, j'avais 23, 24 ans et moi je suis là, ouais, je vais acheter un appart et tout le monde était un peu surpris. J'ai pas fait visiter mes parents. Enfin, j'ai vraiment fait le truc toute seule quoi. Et j'ai grave kiffé et c'est un appartement que j'ai toujours d'ailleurs. Ah super. Du coup, celui-là, tu l'as mis en location. Exactement. Lui, il est en location longue durée pour le coup, à Clichy, tranquillement. J'ai des petites nouvelles de temps en temps, mais c'est en location, en gestion locative et ça me va très bien. Ah bah génial. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Et du coup, un an plus tard, parce que ça, je pense que je te l'ai pas raconté, mais un an plus tard, j'avais kiffé acheter un appartement. J'avais trouvé ça bien. Et je m'étais dit, mais pourquoi j'achèterais pas un appartement que je mettrais en location? Comme ça rembourserait mes crédits. Donc, je retourne voir mon banquier qui me dit oui, bon, ok, alors c'est possible. Donc, bref, on regarde. Et donc, un an plus tard, mais quand je dis un an plus tard, c'est tout pile parce que en janvier de l'année suivante, je signais à nouveau chez le notaire pour un autre appart à Clichy aussi, qui là était un appartement pour mettre en location. Mais c'est extraordinaire. Donc, me voilà avec mes 2 petits apparts à gérer. En plus, là, évidemment, j'avais un peu à rajouter un truc plus compliqué, c'est qu'il y avait tout à refaire. Quand je te dis tout à Ah refaire, ouais. c'était vraiment vétuste. Et donc, je me suis lancée dans ce projet de refaire tous les travaux et derrière de me mettre en location. Et à ce moment-là, t'étais seule, t'étais célibataire. Femme célibataire. Ah ouais, donc Ouais. ah ouais, t'as ça Mais dans le moi, j'ai sang, jamais vu quoi. ça comme un truc de fou. Moi, pour moi, en fait, pour moi, c'était juste un placement d'argent. Je sais pas comment dire. Pour moi, si demain ça s'arrête, on revend. Enfin, j'ai jamais eu peur ni du crédit, ni. Ouais. C'était assez spontané pour moi et c'était cool. C'était sympa de faire ça. Ah bah trop Pas de bien. tout repos psychologiquement. J'ai eu quelques frayeurs avec cet appartement-là, mais je suis très contente de l'avoir acheté parce que la suite a bien fait les choses. Bah c'était génial. Ah ouais, nickel. Alors du coup, la suite. La suite. Bon, il se passe 2 ans, peut-être 3 ans, où j'arrête d'acheter des appartements parce que mon banquier ne veut pas que j'achète des appartements indéfiniment. Voilà, moi, je fais ma petite vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir... Non,
Attends, je vais essayer de te faire l'histoire dans le bon ordre. Cet appartement, le deuxième que j'ai acheté, c'était un peu un appartement risqué. Parce qu'il se trouve qu'il y avait une cour commune avec au sein de la cour mon petit immeuble, c'était 2-3 étages. Et en fait, il y avait une grosse tour juste à côté qui faisait partie de la même copropriété, qui était insalubre, donc pas habitée. Et voilà, je te la fais courte. En fait, la mairie de Clichy avait tout simplement envie de racheter l'ensemble du bâtiment, de tout racheter, de tout raser, de refaire un complexe. Donc en fait, moi, j'arrive là-dedans. Ok, enfin, ils veulent nous racheter notre appart, qui ils sont et tout. Et en fait, je fais l'autruche, c'est-à-dire que tout le monde prend un avocat commun. En fait, si tu veux, donc la copropriété, pour dire non, on veut rester ou on veut pas que vous rasiez notre immeuble. Et enfin voilà. Donc bref, il y avait un avocat pour les copropriétaires. Tu me dis si j'explique mal. Hein. Ah non, mais c'est super intéressant. Je poserai des questions si. Ouais, non, mais quelle histoire, ça a duré très longtemps. Donc bref, moi je connaissais personne parce que j'étais la seule qui était propriétaire mais pas locataire. Donc, tout le monde a pris un avocat commun et j'avais à l'époque rencontré un mec sur Tinder qui m'a donné plein de bons conseils, soit dit en passant, et qui était un peu spécialiste de ça, la vie est très bien faite, et qui m'avait dit, je te conseille de prendre un avocat séparé. Donc, moi, j'écoute le professionnel, donc je prends mon avocat séparé, et puis donc, en fait, moi, je vis pas dans l'immeuble, donc je sais pas ce qui se passe. Et donc, pendant 2 ans, j'ai plus de nouvelles de cet immeuble. Et un jour... Avec toujours un locataire à l'intérieur qui payait son loyer. Avec un locataire à l'intérieur, voilà. Ça se passait relativement bien. Et puis, d'ailleurs, mon locataire s'en va. Et dans le même temps, en fait, moi, je change de vie et je décide de quitter Paris, etc. Donc, quand mon locataire s'en va, je me dis, parfait, je vais pouvoir acheter un appartement là où je suis. Et donc, si tu veux, je commençais à me dire, peut-être que ça serait bien que je le vende pour racheter autre part parce que je pouvais pas. Bref. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, le promoteur immobilier est revenu à la charge en me disant je voudrais acheter votre appartement. Et en fait, lui, son projet qu'il faisait depuis 3 ans, il avait enfin réussi à convaincre tout le monde. Il s'agit de dizaines de propriétaires et il restait plus que moi avec mon petit studio de 19 mètres carrés qu'il fallait convaincre. Je me suis dit, je suis grave en position de force. Et en fait, je lui ai dit, non, merci. Non, moi, vraiment, je veux pas vendre tout de suite, alors que je voulais vendre. Hein. Mais je lui ai dit, non, en fait, voilà, moi, on m'a dit, il faut attendre que les JO soient passés pour que le prix du marché de l'immobilier à Clichy soit vraiment à son max. Donc, c'est gentil, merci, mais moi, non. Et donc, en fait, voilà, on a fini par trouver un accord incroyable. Et donc, j'ai vendu mon appartement le double de ce que j'avais acheté 2 ans plus tôt. Donc, voilà l'histoire. Mais bravo. Et c'est ce qui m'amène, trop de chance. Et... le bon timing, et c'est ce qui m'a amené à pouvoir faire un achat immobilier un peu différent des autres parce que en fait, jusqu'alors, tous les achats immobiliers que j'avais faits, je n'avais pas mis 1 centime d'euro. J'avais une super banque qui proposait le 110%, donc j'empruntais. Je payais pas les frais de notaire, enfin, j'empruntais tout. Donc, ce qui fait que tout mon argent que j'économisais vu que je dépensais pas trop dans des marques de luxe, etc., il était là. Et donc, en fait, là, clairement, je suis endettée, c'est mort, je pouvais pas racheter de trucs. Mon mec était en CDD, moi, j'étais en créatrice d'entreprise, donc je ne pouvais pas acheter. Mais grâce à la vente de cet appartement parisien que j'ai vendu le double, j'ai eu un super apport. Et c'est ce qui m'a permis de faire ce projet de 3 appartements en Bourgogne, ici, où c'est pas du tout le même prix que le marché parisien. Alors attends, j'essaie de faire un récapitulatif pour que l'audience arrive à ça fait beaucoup. Donc, premièrement, tout de suite à la sortie de tes études, tu commences à travailler, t'achètes ton premier appartement en résidence principale. Exactement. 1 an après, bam, t'achètes direct un appartement pour le mettre en location à Clichy. Exactement. Là, tu continues à bosser avec toutes les histoires qu'on a entendues sur cet appartement. Ouais, il doit se passer 3 ans à peu près. Et à un moment donné, dans ta vie professionnelle, tu veux arrêter et commencer à voyager. C'est ça, en fait. C'est là où tu voulais déménager. Ouais, en fait, j'étais déjà partie voyager 6 mois et je suis revenue et en fait, j'ai trouvé mon amoureux qui est devenu mon mari entre-temps. Je suis revenue en Bourgogne et donc moi, voilà, ça y est, je voulais quitter la région parisienne, quitter mon CDI, ce que j'ai fait et ce qui entraînait de devoir trouver un logement ici. Il y avait un truc qui était très important pour moi. Je ne concevais pas de rentrer en location en Bourgogne. Donc, j'ai d'abord trouvé un truc à acheter avant de quitter mon travail. Ok. Donc, en fait, t'as voulu acheter donc ta résidence principale en Bourgogne, ta future, exactement, avec ton chéri. Et du coup, t'as pu vendre dans le bon timing le fameux appart à Clichy. Ouais. Mais alors ça, par contre, t'avais quand même un talent
de négociatrice qui est pas donné à tout le monde. Parce que avoir l'intelligence de dire ah non mais moi je veux pas vendre, c'est quand même, enfin d'où ça vient ça? Et c'est drôle parce que ça me fait penser à une conversation qu'on a eue avec Cyril, qui est un grand négociateur. Je pense que c'est un peu dans ma personnalité. Déjà, j'étais dans la vente et j'aime la négociation. J'ai toujours aimé négocier mon salaire. Ça n'a pas été un problème pour moi. Et puis, en fait, j'avais juste j'avais de la visibilité sur ce qui était en train de se passer. Il s'agissait d'un projet qui se chiffrait en termes de millions, en termes d'investissement et derrière de bénéfices, etc. Et moi, je représentais une goutte d'eau, donc je savais que j'étais en position de force. Et puis après, j'avais juste un chiffre en tête, c'était de doubler le prix de vente. Et je savais que pour eux, c'était rien. Et en plus, comme j'étais en contact avec personne d'autre, j'avais aussi dit, vous inquiétez pas, je dirai rien à personne, ça reste entre nous. Et voilà, moi, j'ai fait mon petit truc de mon côté et c'est ce qui est passé. Ah bah nickel, bravo. Je trouve ça génial. J'avoue que j'ai kiffé aussi. C'est un truc que j'ai très bien vécu dans ma vie. Je te cache pas que j'étais un peu contente quand je lui ai tenu tête à ce monsieur que j'ai d'ailleurs jamais rencontré au demeurant parce que c'était pendant la période un peu confinement en plus. Mais oui, c'était un peu cool de faire ça quand même. Ouais, ça donne confiance. C'est Bien génial. sûr. Et du coup, donc vous vous installez en région de Bourgogne, Exactement. dans ta résidence principale, Tout à avec fait. ton chéri. Exactement. Et le Résidence dans fait, laquelle en je suis fait, toujours. parce que comme tu disais, t'étais à ton... Ah non, t'étais encore en CDI au moment où t'as acheté Ouais, ta résidence pour principale en pouvoir acheter, Bourgogne. c'est ça. Ouais. Nickel. Et du coup, ton projet, c'était de créer ton entreprise. Et une fois que t'avais fait cette acquisition, du coup, t'as pu attaquer ton entreprise et lâcher ton CDI. Exactement. Une fois que j'ai eu l'appartement, que le notaire était passé, etc., j'ai demandé à mon travail une rupture conventionnelle que j'ai obtenue. Et après, voilà, je suis venue vivre en Bourgogne. Et donc, j'avais cet argent du deuxième appartement qui a été vendu, le seul qui a été vendu d'ailleurs finalement, hein, Ouais. puisque l'autre, je l'ai toujours. Et donc, cet argent, ça a été la base pour notre projet immobilier. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai mis de l'argent dans un prêt. Et finalement, on a très peu emprunté. En fait, c'est presque que notre argent à nous sur le projet de location courte durée des 3 appartements qu'on a aujourd'hui. Ok, donc je récapitule. Ouais, vas-y. Désolée, j'aime bien, pour qu'on arrive bien à suivre. Donc, t'avais ton première résidence principale étudiante. Ensuite, le deuxième appartement à Clichy que t'as revendu super bien. Ta résidence principale en Bourgogne. Et ensuite, là, par contre, la résidence principale, t'as pu faire un bel emprunt sans mettre trop d'apport, j'imagine. J'ai pas mis d'apport du tout, ouais. Nickel, C'était avant le Covid, enfin, ça passait encore, quoi. nickel. Et ensuite, t'avais donc l'apport de ce deuxième appartement que t'avais vendu à Clichy. Et donc, ça t'a pu l'ingérer dans le nouveau projet qui était de se dire, tiens, on va investir en immobilier pour faire du locatif. Et là, Exactement. c'est la première fois que tu investissais en locatif en couple, du coup. Complètement. Oui, c'est la première fois que j'investissais en locatif en couple. Alors, comment ça s'est passé, du coup? Comment vous êtes convaincu que, après avoir acheté votre résidence principale ensemble, vous êtes dit, on continue? C'est toi qui étais Ouais. moteur ou comment c'est passé? Alors, juste pour la toute petite précision, en fait, la résidence principale, j'ai dû l'acheter seule parce que lui, il était au chômage à ce moment-là. Donc, c'était plus simple. Enfin, voilà, on considère que c'est notre résidence principale à tous les deux. Aujourd'hui, on est mariés, etc. Mais en fait, elle est qu'à mon nom. C'est un crédit que sur mes épaules à moi pour la résidence principale, mais peu importe. En tout cas, en fait, lui, il est fils d'agent immobilier. Ah oui. Et ça fait c'est mon Toi, tu choisis bien tes mecs en fonction de tes problématiques. Complètement, ouais, la vie est très bien faite. Et en fait, lui, comme moi, il a commencé en alternance aussi. Donc, très jeune, il a investi dans son premier appart. Alors, lui, c'est à Chalon. Donc, c'était avec des prix de l'immobilier bien plus faibles. Mais malgré tout, en fait, lui, il avait déjà acheté 2 appartements. Enfin, voilà, c'était un truc qui nous reliait aussi et qu'on avait en commun. Et j'avoue que je ne saurais même pas te dire ce qui s'est passé exactement, mais je crois qu'on s'est dit tous les deux, ouais, ça serait trop bien d'investir et c'est parti de là, quoi. Enfin, on ne s'est pas trop posé de questions. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de débat. Plus que ça semblait assez naturel, ouais. Et du coup, vous avez tout de suite su que vous vouliez faire de la location courte durée ou c'est quelque chose qui est venu après en réfléchissant? Enfin, comment ça vous est venu à l'idée de d'acheter... Donc en fait, vous avez acheté 3 apparts, c'est ça? Ou un grand appart que vous avez redécoupé?
Ouais, c'est ça, c'est compliqué, hein. Alors, pour répondre à ta question, le Airbnb, donc la courte durée, je dis Airbnb, mais c'est vrai que c'est mieux de dire courte durée, c'est venu assez rapidement parce que sa maman nous avait dit que elle avait 2 Airbnb aussi qu'elle a fait et qui avaient l'air de plutôt bien fonctionner. Et elle nous disait, c'est trop bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc nous voilà, on écoute sagement belle maman et du coup on s'est dit why not sur le Airbnb. Je savais que c'était, enfin tu vois, j'ai jamais fait de formation et tout, mais je savais que c'était le moyen de générer le plus d'argent possible. Donc, je me suis dit, testons. Donc ça, c'était la première démarche. Et il se trouve que on est tombé sur un appartement qui correspondait en tout point à nos critères, qui se situe à littéralement 150 mètres de chez nous, ce qui est très important. Et en fait, c'était au départ sur l'annonce un appartement de 80 mètres carrés. Quand on arrive déjà, l'agent immobilier nous dit, bon, alors, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi un autre appartement de 35 mètres carrés qui appartient au même propriétaire qui est à vendre dans le fond de cour. En fait, on a réalisé que dans cet appartement de 80 mètres carrés, il y avait 2 portes d'entrée, qui, je pense, en fait, étaient comme ça à l'époque. Tu avais 2 portes d'entrée pour ton même appartement. Et c'est là qu'est venue l'idée de séparer l'appartement en 2. On a regardé si c'était viable. Et en fait, on s'est retrouvé de un grand appartement plus un studio au même propriétaire, à faire vraiment 3 appartements, les 3 séparés, donc à créer des compteurs EDF. Mon Dieu, le pire truc à faire, ça a pris des années, des mois. Mais voilà, on s'est retrouvé vraiment à créer 3 appartements. Alors qu'il n'y en avait en fait qu'un seul, en tout cas, la propriétaire vivait vraiment dans tout l'espace, dans le studio, plus les 80 mètres carrés. Et qu'il y avait énormément, c'était dans son juste, et il m'a mis, tout était à refaire. Électricité, on a gardé que un peu de parquet, mais c'est tout. Ah oui, et donc du coup, donc ça vous êtes content de votre affaire, vous considérez que vous avez fait une belle affaire à ce moment-là, En termes de prix de marché de l'immobilier, ouais, carrément. Et puis, super. enfin voilà, ça correspondait, c'était parfait pour à côté de chez nous. C'était évidemment pas très cher. Donc oui, c'était. Après, voilà, ça représente beaucoup de travaux. On a payé autant de travaux que de bâtiments. Mais oui, je pense que c'était intéressant. Et du coup, alors déjà en termes de régime fiscal, vous avez choisi quoi? Juste pour savoir. Alors là, par contre, là, ça fait partie des trucs où moi, je ne suis au courant de rien. D'ailleurs, Léo non plus, et où on ferme un peu les yeux. Mais je pense que régime fiscal, c'est LMNP, c'est ça? Très bien, ok. Ouais, c'est ce qu'on a pris. Ok, bah je pense que c'est la bonne option, donc très A bien. priori, voilà. Tout va J'étais un bien. peu renseignée de loin, tu vois, mais c'est le statut qu'on a choisi, ouais. Ok, super. Et en tout cas, c'est la plus commune quand on n'a pas trop d'immobilier. C'est en général, je veux pas dire que c'est pour tout le monde, mais oui, oui. Du coup, attends, j'avais encore une question. Euh, ouais, quand vous avez fait cette démarche, vous étiez tous les deux alignés? Est-ce qu'il y en avait un qui était plus en mode ah ouais, on va tout faire ça? Ou c'était vraiment, vous étiez sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais. Ouais, en vrai, même longueur d'onde. Après, moi, j'étais un peu plus investie, tout simplement parce que, en fait, tout du long du projet, si tu veux, comme moi, je travaille à mon compte, c'est évidemment moi que les gens appelaient en pleine journée. J'étais à 150 mètres, donc le contexte fait que j'ai été obligée d'être un peu plus investie, mais en tout cas, l'idée de départ et l'envie, elle était la même. Et puis, c'est moi qui décide en couple de toute façon, donc ça marchait. Mais voilà, non, non, en tout cas, on était hyper alignés. J'avoue qu'on on s'est pas trop questionné en fait. On a un peu foncé. Et là, cette fois, c'était un investissement à 50-50. Exactement. Ah, Cette bah, c'est fois-ci, oui. chouette. C'était le premier. Mais c'est vrai que tu vois, à aucun moment je me suis dit waouh, j'investis. C'est peut-être parce que je me dis que c'est l'homme de ma vie, mais c'est vrai que j'ai pas pris Ça n'a rien changé à mes yeux d'investir seul ou d'investir avec Léo. J'ai vu de la même manière. C'est marrant, tu vois, tu me poses la question et tout. Je me suis même pas posé la question. Et du coup, moi aussi, il y avait la localisation. Est-ce que c'est un endroit qui est touristique officiellement ou est-ce que c'est un endroit qui n'est pas particulièrement touristique? Bah, en termes de localisation, c'est dans le centre-ville historique. On est à 100 mètres d'une des 2 places, notamment, enfin, on est à 100 mètres de la place de la mairie. Donc souvent, il y a la mairie. Donc, Enfin, voilà. c'est quoi le nom de la ville ou c'est... La ville, c'est Chalon-sur-Saône. Ok. Donc, si tu veux, on est quand même en Bourgogne. On est vraiment dans la région du vin. Donc, oui, c'est touristique. Mais pour l'instant, en fait, notre cible, c'est pas du tout les touristes, c'est les travailleurs. Ah, et ça, Alors, tu tu t'y vois, maintenant que attendais? j'ai du recul, et nos clients, c'est grave des travailleurs, plus que des touristes. Après, on est en janvier. À voir cet été, tu vois, j'ai pas encore le recul d'un été, mais en fait, je pense que le marché hôtelier est pas folichon dans la ville. Et du coup, c'est vrai que quitte à venir passer une semaine pour le travail, autant le faire dans un appart un peu sympa.
Et du coup, vous avez fait quoi comme parti pris par rapport à la déco, par rapport à la qualité des meubles, aussi des travaux? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va faire du haut de gamme, on va faire les choses bien? Ou est-ce que vous avez fait aussi, enfin, je sais pas comment vous avez fait. Ouais. Alors, j'ai une belle-mère qui a comme donc agent immobilier, qui a aussi comme passion la décoration. Et alors, pour le coup, là, c'est simple. Elle venait, elle disait, il faut mettre ça là, ça là, ça là. Après, on cherchait sur Internet, on a fait quasiment tous nos achats sur Internet. On cherchait un peu, on lui faisait tout valider. J'ai une belle-mère qui a beaucoup de goût et qui arrive à créer des univers, surtout dans des petites pièces où elle arrive à créer vraiment et à penser à tout. Donc, on est plutôt, non, non, on est plutôt dans une version très haut de gamme, très décorée, où tout a été pensé, quoi. En tout cas, c'est comme ça Chouette. qu'on a essayé de le faire. Après, on n'a pas pris, enfin, en termes de mobilier, on a essayé de trouver un bon rapport qualité-prix et pour le coup, on n'a pas cherché à ce que ce soit de la grande qualité. Mais par contre, on n'a pas lésiné sur les détails. Ouais, d'accord, ouais, Ouais. c'est ça qui est Donc c'est intelligent, très, c'est... ça fait très magazine de déco, on va pas sentir, mais on s'y sent bien du coup. Quand on entre, c'est décoré. On se Ok. croirait, c'est vivant. On se croirait chez quelqu'un, quoi. Ah ouais. Ok, donc du coup, ça c'est clair. Et en fait, après, vous êtes dit, ben, les travaux ont duré combien de temps? Ça a été plus long que Ouh. prévu? Comment ça s'est passé? Oui, ça a évidemment été plus long que prévu, hein, d'autant plus que, enfin ouais, ça a pris 1 mois et demi de retard et ça a duré de début juin à fin septembre. Ok. Donc long. Ah, ça va encore, attends. Ouais, mais moi, j'avais pas. C'est la première fois que je fais autant de travaux. Moi, C'est quatre mois? bah, du coup, juin, juillet, août, septembre. Bah ouais, 4 mois. Bah moi, ça m'a paru très long. Bah, c'est honorable, hein, pour trois Ouais, c'est appartes. vrai. Non, En plus, avec maintenant colonne qu'on en parle, électrique. avec le mois d'août au milieu, ça va. Mais moi, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et en fait, nous, enfin, c'est la première fois qu'on a un projet d'une telle envergure. Et c'est vrai que il y a plein. Enfin, nous, on y a été spontanément, presque aveuglément et presque naïvement, tu vois. Mais moi, les 4 mois, je les ai trouvés longs. Et c'est quoi les plus grosses difficultés, du coup, que vous avez eues au niveau des travaux? C'était la colonne électrique, le fait de rajouter Alors, des oui, compteurs? la création de lignes EDF, c'est le plus long. Clairement, on avait fait la demande en février et on a eu Internet, on a eu EDF, genre de l'électricité, en novembre. Ah oui. Ouais. Mais le plus dur, ça n'a pas été ça. Le plus dur, c'est l'être humain. Et donc, ça a été de gérer en fait la copropriété familiale. Tu vois, c'est une toute petite copro. Il n'y a que 4 propriétaires. Nous, c'était une mamie qui vivait là, qui faisait zéro bruit. Au-dessus, c'était une autre mamie qui était copine avec elle en plus. Et donc là, nous, on arrive avec nos gros sabots et on leur annonce que ce ne sera pas une personne en plus dans les lieux, mais 3. Que tout va changer. On leur a pas annoncé tout de suite pour le Airbnb, mais donc ça a plus été ça, tu vois, de gérer les inquiétudes, les questions, de gérer l'être humain en fait, et vraiment de gérer la copro pour que ça se passe bien et qu'ils ne se sentent pas lésés et qu'ils s'habituent en douceur au changement qu'il va y avoir dans leur petite copro. Tu vois, il y a une cour commune, c'est quand même très familial. Donc ça a été ça le plus dur en vrai. Sinon, on a eu beaucoup de chance sur les travaux. On a eu énormément de chance de passer par une entreprise qui a été incroyable et où on n'a pas eu de galère. Et du coup, en fait, l'acquisition, c'est-à-dire la signature chez le notaire, c'était quand? Signature chez notaire, en fait, on est parti en voyage 2 mois et pendant ces 2 mois, il s'est rien passé. On a signé avant de partir, donc vers février. Mais Ok, on a commencé les travaux qu'en juin parce que ok. le temps qu'on rentre de voyage. Et vous aviez pu faire les demandes, en effet, d'électricité et C'est pour de... ça qu'on les a fait si tôt, les demandes d'électricité, ouais. Ouais, direct, en attendant... Ouais. Ok, Mm. ok. Ok, ouais, je comprends mieux. Parce qu'en fait, au moment où vous avez acheté, est-ce que vous vous êtes soucié si dans le règlement de copropriété, il y avait ou pas l'autorisation de faire la location courte durée? Eh ben non. Et on l'a découvert il y a peu. On a été chez le notaire pour notre mariage. Et donc, ça y est, on n'avait pas encore commencé, mais les appartements étaient prêts. Il restait plus qu'à mettre les annonces, etc. Puis on en discutait avec le notaire et il nous dit, ah, parce que certaines copropriétés, surtout à Chalon, c'est marqué dans le règlement. Donc là, je peux te dire qu'on était en stress sur nos fauteuils, parce que nous, tout était prêt. Ça y est, hein, on avait fait nos choix. Et donc, bon, on a regardé le règlement un peu tard, mais tout va bien. C'est pas inscrit dedans. Et on a réussi, enfin, pour l'instant, les voisins sont OK avec le principe du Airbnb et ont été plutôt compréhensifs parce que voilà, on a vraiment essayé de créer du lien pour que ce soit aussi accepté et que ça se passe bien, quoi. Et comment ça s'est passé, du coup, le moment... Enfin, je sais que moi, à chaque fois quand il y a le premier locataire, je m'en rappelle à chaque fois, quand vous avez mis votre annonce en ligne, comment ça s'est passé le premier, quoi? Le premier Alors, client Airbnb?
Alors, on s'est fait visiter, hein, pas mal sur les premiers. Donc déjà, il faut savoir, donc il y a 3 appartements, mais il y en a un qu'on a fait le choix de mettre en location longue durée, meublé, entièrement meublé, mais quand même location longue durée. Et il y en a 2 qui sont Airbnb. Et donc, enfin, quand je dis Airbnb, en location courte durée. Et donc, déjà, on les a fait un par un parce que c'était impossible que tout soit prêt. Donc, on en a déjà fini un intégralement qu'on a mis en location. Déjà, la première fois, moi, je suis pas du genre à trop me renseigner, je me suis pas formée et tout. J'ai été sur Le Bon Coin, j'ai fait créer une annonce, j'ai rempli des trucs, etc. J'avais pas pensé à plein de trucs. Donc, j'ai fait Le Bon Coin et Booking en même temps. Moi, je suis sur Le Bon Coin et Booking. Et alors, nous, c'est 70% des réservations via Booking. Ok. Ouais. Je n'avais pas regardé que c'était minimum une nuit, 2 nuits. Donc moi, déjà au début, c'était une nuit. Donc les gens venaient juste pour une nuit. En plus, je n'avais pas imaginé qu'à l'instant même où j'allais mettre l'annonce, le lendemain, il y allait avoir une réservation. Donc voilà, déjà, il y a eu un gros temps d'adaptation de tous ces détails-là. Et donc le premier, donc dans notre petit appartement, pour vous plonger un peu dans le décor et dans l'univers, on est plutôt sur des appartements haut de plafond, moulure, parquet, neuf à l'extrême. Tout est très, très fin, bougeoir. Enfin, voilà, grande fenêtre, la totale. Et donc les premiers, c'était 3 garçons qui étaient donc un métier du bâtiment couvreur. Non, pas couvreur parce qu'ils étaient pleins de plâtre en fait. Donc c'est vraiment ceux qui font les façades. Et donc ils sont arrivés sur notre parquet vitrifié. Et bon, après ça s'est bien passé. Enfin, tout est relatif parce que ça c'est un truc où on n'arrive pas encore à ce que les gens respectent toutes les règles de l'appartement. Mais enfin voilà, on est arrivé où le mec, bon, ça s'est relativement bien passé à part qu'ils ont fumé à l'intérieur, alors c'est interdit, et qu'il y en avait partout. J'ai passé beaucoup de temps à faire du ménage. Et là, le deuxième appart qu'on a commencé à louer depuis 2 semaines, bizutage. Pareil, les premières, des Espagnoles, elles restent 3 jours parce que maintenant, je vais limiter à 3 jours minimum. Et donc, elles ont décidé de se refaire une couleur de cheveux dans notre bel appartement classé, etc. Donc, elles m'ont bousillé toutes mes serviettes à base de déco, etc. Elles sont parties avec les gels douche. Enfin, voilà, globalement, ça se passe bien, mais on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises concernant les locataires. Et pourquoi vous n'êtes pas mis sur Airbnb? On est aussi sur Airbnb. On est aussi sur Airbnb, mais simplement, les locations se réservent beaucoup plus sur Booking. Mais je suis sur Airbnb, on n'est que sur Airbnb et Booking pour l'instant. Ah, oui, parce que tout à l'heure, tu as dit Le Bon Coin, c'est pour ça que Ah, j'ai pardon, bugué. ah non, alors c'est une erreur de ma part. Non, non, je suis pas du Ok, tout sur Le Bon Coin, pardon, Airbnb et Booking. ok. Non, parce qu'il y a eu un petit moment Non, c'est où j'ai moi. entendu Le Bon Coin, je voulais revenir dessus. Ok. Et du coup, est-ce que ton prix à la nuit, t'en es satisfaite? Ou est-ce que tu te dis c'est pas assez cher? Alors, c'est trop marrant parce que donc moi, je suis coach business, donc j'ai l'habitude de rassurer les gens sur le positionnement prix, etc. Enfin, tu vois, j'ai travaillé mon rapport à l'argent, mais c'est très difficile pour moi de savoir quel est le bon prix. Et je suis tellement pour l'instant dans ce truc de waouh, ça se loue, que pour l'instant, le prix est tel quel. Je veux pas dire de bêtises parce qu'en fait, moi, je connais que le prix qu'on récupère et eux, ils ont leur truc et tout, mais ça doit être à peu près autour de 55 euros la nuit. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence en termes de Airbnb et de beaucoup de concurrence à Chalon. Donc voilà, moi, j'essaye de. Peut-être que j'augmenterai les prix après, mais moi, je suis alignée. Ma belle-mère trouve que c'est pas assez cher. Moi, je trouve que c'est très bien pour l'instant. Donc, je pense que le prix n'est pas définitif, il est amené à évoluer. Et pour le coup, ça fait partie des trucs où j'ai eu un peu de mal à savoir quel était le bon choix, tu vois. Et est-ce que tu as aussi la pression des notes? C'est-à-dire Grave. Ouais, comment ça se passe ça du coup quand t'as lancé? Tu t'es dit, ah, faut absolument qu'on ait que des 5 étoiles. Ah bah bien sûr. Enfin, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir ton retour là-dessus. Mais oui, ah bah nous, t'inquiète pas que ils ont un service aux petits oignons. S'il manque quoi que ce soit, je débarque en moins d'une minute. Oui, oui, bah oui, enfin, ça c'est ma belle-mère qui m'a dit ça et j'ai l'impression que c'est important pour le coup. Et tu me Ouais. diras. Donc oui, oui, on est très attentif à ce qu'il manque de rien, à ce qu'on ait des bonnes notes. Et d'ailleurs, à chaque fois, je leur demande de laisser un commentaire parce que c'est vrai que c'est pas non plus un réflexe pour tout le monde. Mais on a plutôt de très, très bons retours. Là, on a reçu notre premier commentaire pour le deuxième appartement et j'ai trouvé ça trop mignon. Je sais plus exactement ce qu'il a dit pour les plus. Enfin, il avait l'air très content. Et dans les moins, donc tu sais, sur Booking, tu as plus et moins. Et dans les moins, il a dit il faudrait être demeuré, je sais pas exactement comment il a dit, pour émettre une critique. Ah oui.
Donc, tu vois, je me suis dit, OK, bah, derrière ça, personne n'osera mettre de commentaires négatifs. Mais voilà, on a plutôt pour l'instant de très bons commentaires et on y est attaché. Mais quand il n'y a pas, tu vois, quand c'est un 8 sur 10 pour le ménage et tout, ah bah moi, je le prends personnellement. Enfin, aujourd'hui, je fais plus le ménage, mais quand je faisais le ménage, je me disais, mais comment ça, 8 sur 10, j'ai tout donné, moi. Donc, ouais, on s'applique. Et du coup, maintenant que ce qui est bien en fait, ce que j'aime bien justement dans cette interview, c'est que tu es encore dans le dur. Ah oui, Tu je suis dans vois, le début. et c'est ça que j'aime bien parce que, en fait, quand t'es investisseur, en général, t'oublies les moments comme ça. Enfin, après, une fois que ça roule et 1 ou 2 ans plus tard, t'es là, oh ouais, non, mais c'était facile. Alors que quand t'es encore dedans, tu te rappelles bien des difficultés. Du coup, c'est quoi pour toi, on va dire, les trucs les plus durs, quoi? Au démarrage d'une location courte durée, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui veulent potentiellement se lancer en location courte durée, qui veulent se lancer? À quoi s'attendre et Ouais, qu'est-ce en qui va fait, être c'est dur? ça. Ce que j'aurais aimé entendre, parce que c'est vrai que moi, j'ai été tête baissée sans savoir, c'est le temps de travail que ça représentait. Le temps de juste le fait d'y penser. Penser, OK, il y a un tel, moi, je m'occupe des lessives. Donc, un tel arrive, envoyer des messages. En fait, tout ce qui est charge mentale autour de ça, je m'attendais pas à ce que ça soit autant de travail. Moi, je me suis dit, bah, il y a quoi? Il y a à donner les clés, à récupérer les clés, à faire les lessives et le ménage. Bon, déjà, le ménage, enfin, ça y est, on a trouvé une femme de ménage et c'est une sacrée aventure aussi, hein, de trouver une femme de ménage pour de la location courte durée, quand t'es pas professionnel. Euh, donc, ouais, c'est vraiment la charge mentale enfin, aujourd'hui, je prends conscience que j'ai 2 business quelque part. Tu vois, en tout cas, les apparts, ça représente au moins 30% de mon temps. Et est-ce que tu trouves ça rentable? C'est-à-dire que, parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, la location courte durée, trop bien, on gagne plus d'argent, mais par rapport au temps qu'on y passe, est-ce que c'est vraiment si rentable que ça ou Pas tant. pas? Tu Non, vois? pas tant, parce que demain, tu fais appel à une conciergerie, admettons, pour ne plus y passer de temps. Effectivement, si tu délègues complètement, bah, en tout cas, après, je pense que ça dépend aussi de chaque marché et de chaque ville, etc. Mais nous, demain, conciergerie, c'est quoi? C'est 25, 30? Je me rends pas compte de pourcentage Qui de... prennent. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je connais pas, franchement, les Ouais, conciergeries, je suis pas au fait. ok. Mais, Bah, je pense que demain, si je veux être 100% libre, c'est-à-dire passer par une conciergerie, etc., c'est à peu près 30%. Bah, limite, faire de la location longue durée, c'est moins rentable, mais c'est plus, euh, c'est plus sage. Enfin, non, je sais pas comment te dire ça, mais ce serait moins d'emmerde et ce serait tout aussi intéressant. C'est-à-dire que j'ai conscience aujourd'hui, surtout que je fais tout moi-même, de du potentiel financier que ça représente, mais c'est pas gratuit. C'est vraiment au détriment de mon énergie et de mon temps. Et c'est OK, je fais ce choix-là, je l'assume. Si j'avais su, j'aurais un peu plus anticipé. Si j'avais su que ça me prendrait autant de temps et d'énergie et tout. Et effectivement, c'est 30 à 40% de chiffre d'affaires en plus à la fin du mois, on va dire. Enfin, tu vois, on les louerait 550, je pense à peu près, en meublé, en location, et on arrive à des 900 000 par appartement. Tu vois, donc c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus de travail. ouais, ouais. Et, euh, et je m'en rendais pas compte. Donc voilà, Et, j'aurais aimé savoir ça. et du coup, ton taux de remplissage, il est plutôt, parce que là, je viens de faire le calcul rapide. C'est Franchement, il s'est rempli tout le temps. c'est rempli tout le temps. Il y a jamais de nuit comme ça entre Bah, deux. en fait, si plus, parce que maintenant, j'ai limité à 3 nuits. C'est 3 nuits minimum. Donc, en fait, typiquement, ce que j'ai beaucoup, c'est du lundi au vendredi. Ok. Des gens qui viennent pour la semaine, mais si tu veux, en fait, si le week-end, je passais à 2 nuits, ce serait rempli tout le temps. Mais en fait, non. Là, tu vois, typiquement, il y a quelqu'un qui vient du lundi au vendredi pendant 3 semaines. Mais en fait, je me suis arrangée avec lui. Je lui fais pas de ménage, mais il garde les clés pendant les week-ends. Et moi, enfin, tu vois, après, c'est à trouver un équilibre entre faire plein d'argent, mais dépenser plus d'énergie ou pas. Et là, on fait quand même, enfin, tu vois, ce mois-ci, alors qu'il y a ça, et qu'on a commencé le 10 du mois parce qu'on était en vacances, on a fait plus de 800 € sur chaque appart.
Alors Ouais. qu'il y a 10 jours, enfin, donc non, mais moi je suis choquée, je pensais pas que ça se remplirait comme ça. Ça, c'est pour le coup une bonne surprise parce qu'on avait un peu peur, évidemment. On a vu beaucoup de concurrence, beaucoup d'apparts en Airbnb sur Chalon, mais a priori, soit il y a beaucoup de demandes, soit le nôtre est un peu plus cool que les autres. Je sais pas, mais pour l'instant, on continue comme ça. Moi, ça me va bien. Que ça reste rempli en plein mois de janvier, ça me va. Et du coup, pour les check-in, check-out, vous faites comment? Ça m'intéresse. Ah ouais, mais c'est moi. En plus, on n'a pas la possibilité de mettre de boîte à clés parce que enfin, nos clés, en fait, c'est des clés à l'ancienne. Tu sais, les clés enfin, voilà, les clés qu'on voit dans les dessins animés de princesse. Donc, ça ne rentre pas dans une boîte à clés. Donc, en fait, c'est moi. Donc, j'habite à 200 mètres de l'appart. Donc, ça, c'est cool. Mais ça va être En plus, je suis hyper conciliante sur les horaires, etc. Donc, quand c'est avant le travail, bah, c'est 7h30 du mat. S'ils arrivent à 19h30, c'est 19h30. Tout le monde n'arrive pas en même temps. Enfin, voilà. Mais c'est moi. Je fais les clés et la remise et je récupère. Mais attends, mais ça vaut pas la peine de changer les serrures et de mettre des clés normales? Bah, le problème, c'est qu'on est en centre-ville historique, que c'est une porte d'entrée ou qu'on peut pas Ah automatiser. ouais. On peut pas pour l'instant parce que, enfin, tu vois, typiquement, donc il n'y a pas d'interphone. Il y a une mamie qui habite au 3e étage, elle veut accueillir sa copine, elle est obligée de descendre. Donc ça fait chier toute la copro, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre option parce qu'on peut pas changer la porte. Et c'est vrai que cette porte, elle est très belle. Donc voilà, c'est pour l'instant pas d'option. Alors pour l'instant, c'est pas grave. Demain, je sais pas, voilà, on a 30 ans, on vient de se marier, on veut des enfants, etc. Je vais pas faire ça toute ma vie non plus. On trouvera, mais voilà, on veut aussi prendre notre temps par rapport à la copro et pas changer trop tôt leurs habitudes non plus. Mais évidemment qu'on rêve de changer la porte et de mettre une boîte à clés. C'est un rêve, évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas envie de se lancer là-dedans. C'est aussi compliqué, la mairie, les trucs. Ok, parce que du coup, vous êtes dans le centre-ville historique et Ouais. donc vous avez également dû demander des autorisations pour les travaux que vous avez faits aux Alors architectes du non. bâtiment de France? Non, parce que on n'a pas changé. Enfin non, en tout cas on l'a pas fait. Par contre, tu vois, on est obligé de mettre des fenêtres en bois. Il y a certains codes à respecter dans la rénovation. Mais on les a Ok. pas fait venir comme si tu veux. On a gardé tout le charme de l'ancien. De toute façon, on a gardé toutes les boiseries, toutes les cheminées, le parquet d'origine et tout. Donc en vrai, Ok. on a fait le choix. Après moi, tu sais, je connais pas trop les règles. Je fais et puis bah écoute. Mais non, non, je pense qu'on n'avait pas besoin. Ok. C'est que Et, sur du- l'extérieur. et du coup, là maintenant, je sais pas si tu as encore d'autres choses à rajouter, peut-être des petits conseils que tu pourrais donner sur la location courte durée pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer. Tu sais, des petits tips ou des que tu as découvert ou que tu as appris sur le terrain. Bah, déjà, en conseil numéro 1, faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire renseignez-vous un peu avant de savoir le marché de la location courte durée dans votre région, par exemple, les lois. Ça, c'est important. Et vrai, ouais, non, vraiment, moi, ce que j'aurais aimé savoir au départ, c'était que ça allait prendre du temps, que c'était de l'énergie, de la charge mentale. Parce que mine de rien, enfin, tu vois, c'est vraiment le fait de penser que, OK, il y a un tel. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à s'organiser sur les entrées, les départs, avoir un truc visuel. On sait pas trop, on tâtonne encore. Mais et puis après, bah de kiffer l'aventure parce que moi je le vois vraiment. Pour moi, c'est un projet de vie un peu. Tu vois, comme c'est vrai que tu parlais du couple, c'est un peu un projet de couple. Enfin voilà, c'est un truc super, mais qui va demander de l'investissement, de l'énergie, des imprévus. Donc c'est juste important de prendre ça en compte que ça va pas être de l'argent facile. Ok. Voilà, c'est juste ça que je dirais. Ok. Et j'avais encore un petit détail là Vas-y, vas-y. qui me turlupinait. Est-ce que tu as dû faire une demande d'autorisation à la mairie pour louer ton bien ou comment t'as fait par rapport à la taxe de séjour? Ouais, bah alors tu te doutes bien que moi, je ne suis pas posé de questions, mais alors oui, il se trouve, et d'ailleurs on est en train de faire, c'est pas encore fait, mais bon, ça va, ça fait qu'un mois, mais oui, je pense qu'il y a des trucs à faire, parce qu'en allant à l'office du tourisme récupérer les petits papiers, je leur ai dit oui, c'est pour un appart en Airbnb, et toi, elle m'a dit, vous êtes déclaré? J'ai dit oui, oui, bien sûr. Après, je me suis renseignée sur Internet, et donc effectivement, voilà, on a des petits trucs à faire, mais rien de fou, je suis pas encore au courant de ça, mais oui, je confirme qu'il y a des trucs. Ouais, mais c'est super parce que en fait j'aime bien ton mindset parce qu'au final, en fait, il y a des gens, ils se posent plein de questions, ils passent jamais à l'action. Toi, tu passes à l'action et après tu te poses des questions, mais au moins t'avances. Donc Bah, en tout c'est top. cas, c'est une stratégie qui, pour l'instant, a porté ses fruits aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue perso, du coup, parce que bah, c'est forcément ma manière de fonctionner pour tout, mais en fait, ça marche aussi, sachez-le. Donc, plutôt que de vous embêter à vous poser des questions que vous n'aurez peut-être pas besoin de savoir, connaissez quand même les grandes lignes, c'est-à-dire les règles, hein, voilà, les lois. Mais une fois qu'on a ça, faut y aller, oui. Et puis bah, après, on trouve toujours des solutions. Trop bien, j'adore. Et du coup,
Pour conclure un peu l'épisode, j'avais envie que tu me partages maintenant ta vision future de l'investissement. C'est-à-dire, alors attends, j'explique un peu mieux. Maintenant que tu as fait quand même, tu as déjà eu une belle expérience, je trouve, de différentes choses. Comment tu te projettes à l'avenir en tant qu'investisseur et investisseuse, du coup avec ton mari, j'imagine. Comment tu t'imagines dans les années futures avec l'investissement immobilier? Voilà, comment tu te verrais? Ouais, trop bonne question que je me suis jamais posée. Je me vois continuer d'en faire. Ça, c'est une certitude. J'aime l'aventure Airbnb. Après, je suis quand même très dedans et c'est encore beaucoup le début. En tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai kiffé vivre cette aventure. Je trouve évidemment que c'est incroyable de générer de l'argent de cette manière-là et qu'en fait, c'est un business model à part entière, particulièrement quand tu amènes de l'apport. Parce que c'est vrai que nous, c'est la particularité aussi. On a un tout petit crédit à rembourser et on génère du chiffre d'affaires. Donc, c'est trop bien. Là, ça me donne l'impression que j'ai un business à part entière et que je peux presque me dégager un salaire. Donc, ça donne envie de continuer. J'aime le fait d'accueillir des gens et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Ça, c'est un truc, tu vois, en fait, ça fait partie du truc aussi. Voilà, quelque part, je, je fais tout, ou en tout cas, j'ai tout fait en amont pour qu'ils passent un bon moment. Et ça, je prends du plaisir. Voilà, en fait, c'est quelque part prendre soin des gens. Donc ça, c'est un truc que j'ai kiffé aussi dans le fait de faire du Airbnb. On va pas se mentir, je me suis déjà dit, tiens, et si j'en faisais un métier à part entière? C'est-à-dire, et si tu devenais quelque part un peu conciergerie pour les autres, et si toi, tu continuais d'investir pour développer ça, et si en fait, ton seul métier, c'était de t'occuper de Airbnb. Parce que moi, dans une vie passée, enfin voilà, l'hôtellerie et tout, c'est des trucs qui me font kiffer. Donc, je te cache pas que ça me traverse l'esprit. Je pense que j'ai besoin de laisser un peu derrière moi toute la partie ouais, c'est dur, etc. Quand j'aurai oublié, comme tu as dit, les débuts, je pense que facilement je pourrais me reprojeter, mais il est évident qu'on est déjà en train de parler du prochain achat qu'on va faire, mais on ne sait juste pas encore. Moi, là, le Airbnb, mollo mollo, parce que ça fait beaucoup à gérer, et en même temps, c'est ce qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc, je suis un peu partagée. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, c'est d'avoir envie de réacheter un bien. Et il y a une chose aussi, c'est que je me vois pas acheter en dehors de ma région. Pour le coup, je trouve ça ultra pratique d'être sur place. Et bon, j'ai mon appart à Clichy, c'est très bien. Clichy, ça va encore un peu évoluer en termes de prix aussi immobilier, donc il me dérange pas, je le garde. Mais globalement, c'est quand même très, très pratique d'investir à côté de chez soi, quoi. Ok. Et j'avais encore une petite question de Vas-y. curiosité. Aujourd'hui, vous vous cantonnez à investir en immobilier ou est-ce que vous faites d'autres types d'investissements, de type bourse, de type, voilà, d'autres types d'investissements ou pour l'instant vous faites que de l'IMO? Ouais, du coup, là, on fait que de l'IMO parce que globalement, il ne nous reste plus beaucoup d'argent. Mais ça faisait partie du plan au départ, effectivement, de mettre un peu en bourse. Et j'avoue qu'on s'est laissé happé par la vie et qu'on ne l'a pas forcément fait. Mais en tout cas, c'est précieux pour moi d'investir de différentes façons. Donc oui, c'est un vrai sujet, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais tu vois, j'aimerais bien même investir un peu dans la bourse, un peu dans l'or et un Ouais, peu dans les apparts. Comme ça, vu que les cours, comme ça, on se protège un peu de l'avenir de cette manière-là aussi, tu vois. bah génial. Super. Bah, moi, j'ai adoré tout ce qu'on a dit. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à rajouter. Donc, les personnes qui veulent te suivre parce qu'ils t'aiment bien et qui sont peut-être intéressées dans le coaching Ouais, et même si vous avez la moindre question par rapport à cette expérience-là et tout, c'est sur Coaching Collectif que ça se passe. sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Et puis, si l'envie vous vient de vous lancer dans l'entrepreneuriat tel qu'il soit, le podcast Coach ton Biz vous donnera plein de conseils pour ça. En tout cas, merci Dorine. Moi, j'ai trop kiffé faire cet épisode de podcast avec toi et du coup, avec vous. Et s'il y avait un dernier mot, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas me proposer de dire un dernier mot. Donc, s'il y avait un dernier mot à partager, c'est un peu ce qu'on se disait, c'est de d'oser le faire. En fait, au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Bon, au pire, c'est plus relou que ce qui était prévu, ça se passe mal, vous revendez, mais c'est d'amener de la légèreté dans le fait d'acheter. Enfin, moi, c'est vrai que, bon, du coup, j'étais un peu éduquée comme ça, mais si j'avais un conseil à donner à ceux qui ont peur et qui hésitent, c'est, en fait, voyez ça comme un achat comme un autre, entre guillemets, parce que c'est le cas, au pire, on revend, voilà. Et moi, aussi, un truc hyper important, après, j'arrête, mais j'essaie toujours de convaincre les gens qui sont pas trop convaincus, mais en fait, pour moi, surtout en résidence principale, bon, après, voilà, je sais pas quel est le discours et tout, mais pour moi, en résidence principale, on ne peut jamais perdre d'argent. Même si vous achetez un appart, que vous le revendez plus tard, moins cher, etc., entre
jeter comme ça un loyer par les fenêtres et vous générer de l'argent, voilà, je trouve que c'est un choix raisonnable d'acheter, beaucoup plus que de ne pas le faire. C'est plus sécure et c'est plus raisonnable pour moi d'acheter que de ne pas acheter. Génial. Bah, c'est super. Bah, j'espère que ça va motiver les gens qui nous écoutent à se lancer. Et bah, merci Clémence d'être venue. Merci tout plein. Je sais plus s'il reste encore quelque chose à dire, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, en merci tout cas, beaucoup. merci à toi et hâte de voir l'évolution de ce podcast parce que je crois qu'il y a plein de choses qui arrivent sur le podcast. Et en tout cas, c'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi et de vous suivre au quotidien. Bah, merci. Ciao tout le monde. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.